C'est la saison des cerisiers à Tokyo. Comment imaginer que nous ne sommes qu'à 280 km de Fukushima? Fukushima, où le 11 mars 2011, un séisme d'une amplitude énorme, suivi d'un tsunami ravageur, a engendré une catastrophe nucléaire qui a transformé le Japon en colosse au pied d'argile. Fukushima a alors redit au monde, après Tchernobyl, qu'un nucléaire sûr n'existe pas et qu'on ne peut jamais dire jamais. Ce message a été entendu jusque dans le Nord-Cotentin, à 12 000 km de là, dans le département le plus nucléarisé au monde. Ces syndicalistes, ces élus, ces écologistes, ces scientifiques, certains pros, d'autres anti-nucléaires, ont créé un groupe de travail indépendant, hétérogène et unique en Europe. Objectif, intégrer sur place les enseignements de la catastrophe japonaise dans un livre blanc. L'idée, c'est de faire voir comment on fonctionne en France, notamment en matière d'implication citoyenne sur la sûreté nucléaire, et puis aussi de recueillir des informations sur ce qui s'est passé au Japon, et de voir ce qui peut être amélioré chez nous, et aussi chez eux, pourquoi pas, un partage d'expérience. À l'ambassade de France, première réunion avec les maires des communes où sont implantées les 54 installations nucléaires du Japon. Depuis Fukushima, seules 2 centrales fonctionnent encore sur l'archipel. À rebours de l'opinion publique hostile au nucléaire, ces maires veulent que l'atome redémarre. Et si leur culture du risque était déjà plus développée qu'en France, l'accident de Fukushima a augmenté encore les exigences de sûreté, peut-être aussi pour rassurer une population réticente. Aujourd'hui, notre plan qui, avant la catastrophe, ne prévoyait que des mesures d'évacuation sur 10 km a été élargi à 30 km, avec 5 zones différentes. On voit que vous faites des exercices donc, en direction de la population. Et on a l'impression, j'ai vu vos documents, j'ai l'impression que la population a l'air de répondre beaucoup à vos sollicitations, à vos exercices. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Sous-dimensionnement des plans particuliers d'intervention, formation du personnel communal, rôle des hôpitaux de proximité, l'exposé japonais a fait germer de nouvelles questions dans les têtes normandes. Ils réfléchissent pour avoir des zones de repli pour leurs administrations, pour leur population à 60 km et autres. Ça, je dirais que en France, on est encore sur les exercices, bien souvent sur valider ce qui est écrit dans les documents. À Tokyo, les réunions s'enchaînent pour notre délégation, aussi bien avec des associations de citoyens qui veulent des analyses indépendantes qu'avec TEPCO, le propriétaire de la centrale de Fukushima. TEPCO qui ne lâchera qu'un chiffre, celui de l'indemnisation des victimes, 17 milliards pour l'instant. Mais demain, sur le terrain, ce chiffre froid s'effacera en un instant. Des villages fantômes, des milliers de sacs de terre radioactifs sans solution de traitement, de la terre grattée par des décontaminateurs de fortune pour qu'au plus vite des habitants se réinstallent sur la terre natale. En un instant, la délégation manchotte va comprendre la force de l'ennemi du Japon depuis 2 ans, la radioactivité invisible, inodore et mobile. Elle rencontrera aussi ces Japonais dignes, transformés en guerriers du quotidien. Exit les gratte-ciel tokyoïtes. Bonjour les montagnes de sacs de terre radioactives. Nous sommes maintenant sur la route pour Kawoshi, à 25 km au sud-ouest de la centrale de Fukushima, tout près de la zone rouge évacuée. Ce village a été le premier à décider du retour de ses 2700 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont que 40% à être revenus. Le collège compte maintenant 16 élèves. D'habitude, on ne les laisse pas rester dehors comme ça au milieu de la cour, donc vous avez la chance de les avoir vus. Ide Jouissi, fonctionnaire chargé de la décontamination à Kawoshi, n'est pas peu fier de cette vie qui reprend ses droits. Ici, la décontamination est terminée et l'habitat est sain. Mais ici, comme ailleurs, la tâche est titanesque. Avant cette planche en bois, vous pouvez voir ce qui a été décontaminé, derrière ce qui reste à faire, soit des centaines d'hectares de terre et de forêt. On ferait certainement pas mieux. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ce qu'ils font, quoi? Ils ne reconditionnent rien. Toi, tout est remis en vrac dans le petit microcar et il n'y a aucune protection. Je me demande s'ils sont accompagnés d'un service SPR, d'un service de contrôle, de quelqu'un qui les suit, qui mesure ça. Je sais pas. Parce que là, est-ce que c'est du systématique et on ne cherche pas à comprendre? Je sais pas. Ce qui m'interpelle, c'est les conditions d'exploitation du matériel.
Parce que normalement, après une incendie de décontamination comme ça, on, oui, mais on reconfine le matériel. Pour repartir avec du matériel, dit en zone propre. Ces hommes qui raclent chaque jour le sol comme on pèle une orange n'auront pas l'autorisation pour répondre à ces questions. À une centaine de mètres de leur chantier, notre radiamètre révélera une dose supérieure aux normes pour la population, mais inférieure aux doses admises pour des travailleurs du nucléaire. Selon les chiffres officiels, pour l'ensemble des zones concernées, 29 millions de mètres cubes de résidus radioactifs devraient être stockés dans un lieu qui reste à déterminer. Direction maintenant Iitate. À 40 km de la centrale, le village a d'abord été presque totalement évacué. Aujourd'hui, une zone se prépare au retour. C'est pour cela que cette place pavée est nettoyée. Ces hommes nous précisent qu'ils ne sont pas des décontaminateurs, qu'ils font de simples joints. La terre contaminée est jetée en plein air dans la brouette. C'est le grand écart. Là, on est plutôt sur les images qu'on peut voir des pionniers du nucléaire après la guerre ou après les premiers essais nucléaires. Les zones de décontamination qu'on pouvait avoir dans le Pacifique. Nous sommes ici clairement au-dessus des doses admissibles pour la population. Dans le bus, cette question cruciale fait débat. Il sera envisageable que le jour on descendra en dessous de la dose considérée admissible. Ouais, mais personnellement, moi je préfère voir un village comme celui-là où tu vois des gens qui œuvrent, qui préparent leur tour, à un village où il n'y a plus personne, où c'est un village fantôme comme hier. C'est un village fantôme. On a vu c'est devant la mairie parce qu'ils veulent organiser la vie administrative en premier. Mais les maisons autour, il n'y a personne. Après, c'est une question de point de vue. C'est la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine. Moi, je préfère la bouteille à moitié pleine. Voilà. Quand on regarde toutes les maisons qui sont derrière nous, elles sont vides. Un réfugié sur 4 refuse de retourner dans les zones contaminées. Première raison invoquée, le manque de confiance dans le travail de décontamination. Et une question sans réponse. Quand l'objectif de réduire l'exposition à 1 millisievert par an, la dose maximale admissible pour les populations, sera-t-il atteint? J'ai 0,16. Ils font penser aux divinités gardiennes des temples bouddhiques installés de chaque côté de l'entrée principale des sanctuaires. Ces dieux modernes, dans ces contrées du nouvel âge atomique, ponctuent maintenant l'espace public. La radioactivité s'affiche en chiffres luminescents. Le plus souvent, le diagnostic est dérisoire sur ces dosimètres gouvernementaux ou communaux. Davantage placés là pour rassurer la population que pour un véritable contrôle des radiations. Et que dire de la contamination interne des Japonais par leur alimentation? Le gouvernement fait des analyses, les résultats sont accessibles, mais la confiance des citoyens s'est lézardée. Ils gardent en tête que 30 000 km², soit 8% du Japon, sont aujourd'hui contaminés, notamment par le césium 137 et 134, au-delà de toutes les normes acceptables. C'est pour cela que les habitants doivent se défendre tout seuls en mesurant les becquerels dans les produits alimentaires par leur propre initiative. Le gouvernement essaie de minimiser les dégâts pour indemniser moins les victimes et aussi parce qu'ils veulent relancer les centrales nucléaires à l'arrêt. C'est pour ça que les analyses ne sont pas complètes et que l'on doit aussi en faire. Une centaine de centres de mesures citoyennes recueillent les urines d'enfants et les poussières d'aspirateurs. Selon le résultat, les cas de cancer de la thyroïde pourraient être plus nombreux depuis 2 ans. Mais ce réseau n'est pas assez structuré pour l'instant pour rendre ces données incontestables. J'ai été très étonné que le monsieur qu'on a vu tout à l'heure nous ait dit qu'il n'y avait pas de registre des cancers à proximité de Fukushima ni d'aucune installation. Donc ça nous pose des questionnements et c'est vrai qu'il y a moyen de faire quelque chose en collaboration avec ces associations-là, puisqu'au départ le registre des cancers était un registre associatif. On a les résultats qui sont des résultats partiels. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir analyser, disons, un panel de résultats de façon à pouvoir en tirer des conclusions. Moi, ce qui me gêne, c'est prendre des cas tout à fait ciblés. C'est pourquoi c'est à plus grande échelle que les analyses indépendantes vont maintenant se faire ici, à 1h30 de Tokyo.
Ce germanium, tout fraîchement arrivé, va permettre aux Japonais d'effectuer eux-mêmes les examens en collaboration avec l'ACRO, un laboratoire indépendant normand qui a assuré durant 2 ans les premières analyses. Là, on semble observer effectivement des pathologies qui seraient liées à des problèmes de thyroïde qui sont principalement liés justement à l'inhalation d'un gaz radioactif qui s'appelle l'iode 131. Et donc cet iode qui a été inhalé se dépose dans la thyroïde et donc on a observé effectivement dès quelques mois après la catastrophe des problèmes visiblement liés à l'ingestion de cet iode radioactif, ce qu'on n'avait pas observé à l'époque de Tchernobyl. Il faudra des années pour définir l'impact de la catastrophe nucléaire sur la santé. Un travail de longue haleine puisqu'il concernera aussi la santé des descendants des Japonais qui vivent en zone contaminée, ces victimes potentielles qui ne sont pas encore nées. La grande et jolie ville de Minami-Soma, réputée dans tout le Japon pour son festival d'histoire traditionnelle, n'existe plus. Ici, comme dans toute la zone contaminée, les autorités ont sorti leurs ciseaux et les crayons de couleur. Exit les références spatiales ou historiques, ce sont maintenant les mesures de radioactivité qui morcellent le territoire. Zone rouge, abandonnée à jamais, zone orange où l'on ne peut pas dormir, zone verte où les radiations sont plus faibles. Juste à la limite de la zone d'exclusion de 20 km autour de Fukushima, Minami-Soma est maintenant une ville pulse, mais ici, la vie veut renaître. Pugnace, cette blanchisseuse a fait le choix de revenir 2 semaines après la catastrophe. Elle a rouvert son magasin pour s'occuper au plus vite des costumes pour la cérémonie de funérailles des victimes du tsunami. Avant l'accident, on ne se posait pas de questions sur le nucléaire et pas de questions non plus sur notre futur. Il allait de soi. On vivait aussi grâce à la centrale. C'est donc notre génération qui est responsable de ce qui s'est passé. C'est à nous de faire des efforts pour relancer la vie ici. Sinon, les jeunes générations ne reviendront pas. C'est notre responsabilité, comme celle d'affirmer qu'il faut arrêter pour toujours le nucléaire. Cette employée, elle, est revenue à Minami-Soma avec ses 2 jeunes enfants pour une raison simple. Ailleurs, elle est traitée comme une pestiférée car elle vient d'une zone irradiée. Même si mes enfants ne peuvent pas trop jouer dehors, au moins on est tranquille ici dans mon pays natal. Mais j'ai des inquiétudes pour leur santé quand ils seront adultes. Peut-être qu'ils seront malades. Toutes les relations sociales sont touchées par cette nouvelle configuration. La consommation d'antidépresseurs a explosé. Minami-Soma comptait 71 000 habitants. Aujourd'hui, 46 000 sont revenus. Certains attendent dans des logements temporaires avant de retrouver un vrai toit. Dans ce paysage brisé par le séisme, le tsunami et la contamination, on évolue dans un labyrinthe d'impasses et de compartiments. Le monde vient par bribes, sa réparation se fait au cas par cas. Comme ici, dans le quartier d'Odaka. Depuis avril 2012, il n'est plus classé dans la zone d'exclusion. C'est ici qu'a lieu cette rencontre surréaliste de la délégation manchoise avec ce couple de coiffeurs. Ils viennent dans un quartier désert, travailler dans la journée pour recréer un lieu de vie. Au quotidien, ils lavent les cheveux de 3-4 clients avec de l'eau minérale. Mais ce couple qui porte le credo du retour à la vie normale s'inquiète-t-il pour sa santé? Je ne sais pas à quel seuil c'est dangereux pour la santé. À 100 mètres du salon de coiffure, près de cette gouttière, les radiamètres bipent. Et dans la délégation, l'interprétation des chiffres divise. La dose annuelle admissible pour la population, c'est 1 milli. Là, on est à peu près à 2,1, 2,2. Au-delà, ça veut dire que c'est inadmissible. C'est pas inadmissible puisqu'il y a des zones de la planète où on vit avec 20 fois plus que ça. Ah bah oui, non mais... Donc faut pas dire admissible. Chacun va parler je m'en fous de la loi. Mais je m'en fous de la loi. Là, on n'est pas en train d'écrire la loi. On est en train de s'adresser indirectement à la population. Donc c'est pas la même chose. La question de la vie en zone contaminée est un enjeu crucial. Mais si les esprits s'échauffent, c'est aussi parce que le choc est grand parmi les membres de la délégation manchoise. Durant cette semaine au Japon, ce qu'ils ont vu et ressenti les a marqués. Il leur faut maintenant rationaliser l'émotion et synthétiser dans un livre blanc les questions soulevées. À l'automne, ce retour d'expérience japonais pour les installations nucléaires du Nord-Cotentin sera publié.